Monsieur le Président. Merci à Jean-Baptiste Arélimana et à l'ensemble des organisateurs pour m'avoir convié et me permettre de retrouver, le Président l'a dit, un sujet qui m'a occupé de longues années de ma vie, puisque j'ai fait ma thèse sur la coopération des États avec les juridictions pénales internationales. Donc voilà, donc me replonger dans mon sujet de thèse, qui ne m'a jamais vraiment quitté d'ailleurs, hein, je vous le dis, je ne sais pas s'il y a des doctorants dans la salle, mais voilà, votre thèse vous poursuivra toute votre vie. Hein. Ne croyez pas que vous en réchapperez une fois que vous aurez mis un point final. Voilà, mon sujet est le suivant: la Cour pénale internationale face à la dangereuse dépendance de la coopération des États. Avec ce qualificatif de dangereux qui est particulièrement intéressant, je trouve. Alors, dans l'ordre juridique international, c'est un ordre juridique qui, vous le savez, est décentralisé, hein, atomisé entre États souverains, donc qui n'est en rien comparable avec les ordres juridiques nationaux. Il est acquis que sans la coopération des États, les juridictions pénales internationales sont pareilles à des géants sans bras ni jambes. Et là, la phrase n'est pas de moi, elle est d'Antonio Cassese, puisqu'évidemment, les juridictions pénales internationales ne disposent pas d'un pouvoir de contrainte, d'un pouvoir d'exécution forcée, et elles ne disposent pas non plus d'une institution qui pourrait mettre en œuvre un tel pouvoir, type une force de police internationale. Dès lors, on le voit, s'il n'y a pas de coopération, eh bien effectivement, c'est un danger pour la Cour pénale internationale qui peut être paralysée dans l'exercice de son rôle judiciaire. C'est la raison pour laquelle le chapitre 9 du statut de Rome, qui est celui qui régit les règles de coopération, le chapitre 9 définit un régime juridique qui est distinct du régime juridique qui, traditionnellement, encadre la coopération entre États en matière pénale, c'est-à-dire l'entraide judiciaire et l'extradition. Pour schématiser, le chapitre 9 prévoit des règles qui sont, on va dire, empreintes de verticalité par rapport à l'horizontalité traditionnelle de la coopération interétatique entre États souverains. Ce régime verticalisé se traduit par le fait que, en cas de désaccord sur l'exécution d'une demande de coopération, la Cour a toujours le dernier mot. Alors le dernier mot, ça ne veut pas dire qu'elle peut obtenir in fine la coopération souhaitée. Non, le dernier mot, ça veut dire qu'elle peut constater de manière judiciaire un manquement de l'État non coopérant à ses obligations de coopérer. J'y reviendrai. Alors, malgré ce régime juridique qui est favorable à la Cour, bien malgré ce régime juridique favorable, force est de constater que la Cour n'obtient pas toujours, et c'est un euphémisme, la coopération qu'elle demande de la part des États parties ou des États tiers qui auraient consenti ponctuellement à l'exercice de sa compétence, ou encore, troisième cas de figure, des États non partis, mais dont la situation a été déférée par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, elle n'obtient pas toujours la coopération souhaitée. De ce point de vue-là, évidemment, il y a donc danger par rapport à sa dépendance par rapport à la coopération. Mais le danger, comme j'en discutais avec l'organisateur de ce colloque quand on a cerné les contours de ma communication, le danger peut aussi provenir de l'existence d'une coopération, étrangement. C'est-à-dire que dans un premier cas, que je vais voir dans un premier point de mon intervention, quand il n'y a pas de coopération, le danger c'est celui de l'inefficacité de la Cour. Sans coopération, la Cour ne peut pas fonctionner. En revanche, quand il y a coopération, mais qu'il y a une certaine coopération qui cherche à instrumentaliser la Cour, dans ce cas, il y a un autre danger qui se profile pour la Cour, c'est celui, bien sûr, de sa légitimité. Donc on le voit, dans les deux cas, qu'il y ait coopération ou qu'il n'y ait pas de coopération, il y a bien un écueil, deux écueils pour la Cour, et mon objectif est de présenter dans les minutes qui me restent la manière dont la Cour va naviguer entre Charybde et Scylla et tenter d'arriver à bon port. Enfin, en tout cas, je lui souhaite. Je commence par les dangers de la coopération qui n'existent pas, c'est-à-dire l'écueil de l'efficacité. C'est évidemment le danger auquel on pense immédiatement, et je prendrai deux catégories d'exemples tirés de ce qu'on appelle la coopération mineure et la coopération majeure.
La coopération mineure, c'est celle dont l'inexistence n'est pas rédhibitoire à l'exercice du rôle judiciaire de la Cour. C'est globalement celle qui correspond à l'entraide judiciaire en matière pénale. Communication des éléments de preuve, transfert de témoins, etc. La coopération majeure, et vous le voyez dans l'adjectif majeur, évidemment, il y a toute l'importance de cette forme de coopération qui est soulignée. La coopération majeure, elle correspond globalement à l'extradition. On ne parle pas d'extradition pour la Cour parce qu'il ne s'agit pas d'extradition, on parle de remise. C'est celle qui permet l'arrestation et la remise de l'accusé à la Cour. Sans cette arrestation et sans cette remise, la Cour ne peut pas juger. Parce que la contumace, contrairement au droit français, la contumace n'est pas, c'est-à-dire le fait de pouvoir juger un accusé en son absence, n'est pas autorisé par le statut de Rome. Ce qui découle directement de l'aspiration de common law, du statut de Rome. La common law est rétive au système de procès in absentia. Alors je commence par la coopération mineure. Et je vais vous parler très brièvement du statut des témoins devant la Cour pénale internationale. Les tribunaux pénaux internationaux, on en a parlé dans la première table ronde, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, qui ont été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, bénéficiaient de pouvoirs de contrainte pour obliger les témoins à venir témoigner devant eux. C'était ce qu'on appelait les ordonnances de sub pena ad testificandum. Bon. Donc, ces ordonnances obligeaient l'État auquel elle était adressée à organiser le transfert des témoins dont la présence était nécessaire à la barre pour attester des faits. Pourquoi ce type de procédure? Parce qu'il faut savoir que le témoignage était devant les TPI et reste devant la CPI le mode de preuve reine. Et là encore, on doit y voir bien sûr une influence de la common law, même si les juges de civil law qui siègent à la Cour tentent petit à petit de rééquilibrer la balance en faveur notamment de procès-verbaux de témoignage écrits, ce qui permet de réduire la durée bien sûr des procédures. Mais voilà, le témoignage reste la preuve reine. Donc il est essentiel pour la Cour de pouvoir accéder aux témoins. La Cour n'a pas ce pouvoir de contrainte. Elle applique ce qu'on appelle, en droit de l'entraide judiciaire, la règle du bénévolat. C'est-à-dire que, sauf si la loi de l'État partie dont on demande la coopération prévoit le contraire, le témoin peut refuser de venir témoigner devant la Cour. Ce qui est gênant, bien sûr, pour l'efficacité de la juridiction. Alors, comme c'est gênant, les juges ont fait preuve d'audace. Dans une décision du 17 avril 2014, confirmée en appel dans un arrêt du 9 octobre de la même année, les juges, dans l'affaire Ruto et Sang, ont estimé qu'ils bénéficiaient d'un pouvoir de contrainte pour obliger les témoins à venir déposer devant la barre. J'appelle votre attention sur le fait que une décision de justice, si elle n'est pas réceptionnée dans les ordres juridiques nationaux, quelque part ne peut pas produire ses effets. Et il est peu probable que les États vont modifier leur loi nationale de coopération pour traduire cette avancée jurisprudentielle. Non seulement c'est peu probable, mais on peut se demander si c'est souhaitable, puisque le vrai problème qui se pose pour la Cour, c'est le problème de la protection des témoins qui viennent témoigner à la barre. Le problème de la protection des témoins, deux cas de figure. Soit certains témoins vont être soudoyés pour faire de faux témoignages. C'est ce qu'on a vu dans l'affaire Bemba. La 7e chambre de première instance a rendu un jugement historique long de 520 pages. Là encore, influence de la common law pour le nombre de pages, j'entends. 520 pages de jugement pour condamner 5 accusés, notamment Jean-Pierre Bemba, d'atteinte à l'administration de la justice, donc violation de l'article 70 du statut de Rome, justement parce que il y avait tout un ensemble de faux témoignages qui avaient été produits pendant la procédure, donc subornation de témoins, ce qui est un délit pour la Cour. Donc ça peut être le premier problème de protection des témoins. Le deuxième problème s'est posé avec plus d'acuité dans les affaires Kenyatta et Ruto, dont on a déjà parlé, puisque dans ces affaires, c'est carrément la vie des témoins qui a été mise en danger. Certains témoins sont décédés dans des circonstances étranges, d'autres
était beaucoup trop apeuré pour venir témoigner, et on le sait, le résultat, hein, c'est que la Chambre a dû adopter une décision de non-lieu le 5 avril 2016, parce qu'elle a refusé de reporter une nouvelle fois le procès, et que Madame la procureure Bensouda n'était pas en mesure d'étayer suffisamment, avec suffisamment de preuves, les charges qu'elle avait définies. Donc voilà pour le premier problème de la coopération. La coopération, merci Jean-Baptiste, la coopération en matière de témoignage. Alors évidemment, le problème auquel vous pensez tous, c'est toujours de celui-là dont on parle dans la presse, c'est le problème de l'arrestation et de la remise des accusés à la cour. C'est ce qu'on appelle la partie visible de l'iceberg, hein, la coopération majeure. Et c'est en raison, en général, si vous demandez à n'importe quel kidam dans la rue si la justice pénale internationale fonctionne, il va vous répondre, bien sûr que non, elle ne fonctionne pas, la preuve, il n'arrive pas à arrêter le président al-Bashir. En général, en tout cas, c'est ce que les étudiants de première et deuxième année en droit font comme réponse. Donc, alors parlons-en justement de l'arrestation du président al-Bashir. Parlons-en rapidement. Pour rappeler quand même qu'il y a 15 demandes aujourd'hui hein, d'arrestation et de remise qui sont pendantes. Donc il n'y a pas que le cas de M. al-Bashir qui préoccupe la Cour. Mais bon, c'est évidemment le cas le plus emblématique, celui qui cristallise le plus la puissance de la Cour à se procurer la présence de l'accusé et même celui qui montre à quel point les États peuvent narguer la Cour, qui est vraiment, comme le disait Antonio Cassez, qui peut être un géant au pied d'argile, hein, puisque évidemment, sans la coopération des États, elle ne fonctionne pas. Alors, pour l'affaire al-Bashir, rapidement, parce que c'est vraiment une saga, hein, c'est un roman fleuve hein, en termes de nombre de décisions adoptées, rappelons que depuis qu'il a fait l'objet d'un premier mandat d'arrêt, le 4 mars 2009, le président du Soudan en exercice s'est rendu en voyage officiel dans pas moins de 28 États partis, dont certains, plusieurs fois, hein, ont été visités, 14 États africains, 14 États d'Asie et du Moyen-Orient. Il a notamment assisté durant les 3 dernières années au sommet de l'Union africaine, en Afrique du Sud, et au sommet de la Ligue des États arabes, en Jordanie. La Cour a adopté 14 décisions dénonçant un refus de coopération, les fameuses décisions dont je parlais en introduction, hein, qui permettent à la Cour de faire une détermination judiciaire du manquement de l'État à son obligation de coopérer. 14 décisions, elle a renvoyé 6 fois le cas de non-coopération à ses organes politiques de tutelle, entre guillemets, le Conseil de sécurité qui l'a saisi pour la situation Soudan-Darfour, et l'Assemblée des États partis, qui est l'organe politique naturel de la Cour. Elle a été confrontée au silence assourdissant de l'un comme de l'autre, et en plus, ces décisions de renvoi aux organes politiques ont déclenché, on l'a dit, l'ire, hein, la colère d'une partie des États de l'Union africaine, cette organisation régionale incitant formellement ces États membres à ne pas coopérer avec la Cour, voire à se retirer du statut de Rome, ce que le Burundi a fait l'an dernier. Alors, les immunités, mon collègue en parlait tout à l'heure, les immunités sont le nœud gordien qu'il faut trancher dans cette affaire comme dans d'autres à mon avis. Hein. Parce qu'en fait, c'est sur la base du respect des immunités de juridiction et d'exécution des chefs d'État en exercice que les États partis au statut de Rome c'est sur cette base que les États partis se sont appuyés pour justifier leur non-coopération. Alors, je ne rentre pas dans les détails, je vous dis juste que depuis 2011, les chambres préliminaires de la Cour ont rendu 4 décisions dans les affaires Malawi, République démocratique du Congo, Afrique du Sud et Jordanie, affaires de non-coopération donc, hein, pour expliquer que le raisonnement mené par les États partis refusant de coopérer était faux. Et que la résolution du Conseil de sécurité qui déférait la situation Soudan-Darfour à la Cour entraînait ipso facto, automatiquement, la levée de l'immunité du chef d'État Omar al-Bashir. Bon. Cela dit, ça n'a pas convaincu les États partis, hein, puisque depuis 2011, de nombreux autres cas de non-coopération ont été décelés. C'est la raison pour laquelle la Chambre d'appel, qui est en train de connaître de l'appel fait par la Jordanie, de la décision de non-coopération du 11 décembre 2017, la Chambre d'appel a invité
les États partis, les professeurs de droit international et les organisations régionales à déposer des mémoires d'amici curiae, donc amis de la Cour, pour promouvoir des interprétations permettant ou non de justifier la levée de l'immunité du président soudanais en exercice. Alors, si on me demande mon avis, je le donne évidemment, je suis là pour ça, pour moi les immunités sont techniquement inopposables. Les raisonnements, notamment dans le deuxième arrêt concernant la République démocratique du Congo, de la Chambre de première instance, la première, le raisonnement de la Chambre est tout à fait valable en droit international si on applique le principe d'interprétation de l'effet utile de la résolution du Conseil de sécurité et qu'on conjugue ça avec le statut de Rome qui prévoit l'inopposabilité des immunités des hauts dirigeants en exercice. Omar al-Bashir n'est pas couvert par les immunités. Bon, cela dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Je ne sais plus... mais si, c'est mon collègue qui disait qu'il fallait se garder de toute interprétation simpliste, effectivement. Et je crois qu'il faut en revenir à la raison d'être des immunités. Les immunités qui protègent la troïka, c'est-à-dire les immunités rationnées personnées qui s'attachent à la personne même du chef d'État, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, elles ont une raison d'être que le statut de Rome ne permet pas de dépasser. Cette raison d'être, c'est que ces trois personnes incarnent naturellement, automatiquement, l'État. Et que quand on les poursuit, eh bien, inévitablement, on affecte l'État. Alors peut-être pas dans la technique pure des immunités, mais politiquement, on affecte l'État. Et c'est là, je crois, qu'on touche du doigt la limite de la célèbre distinction que faisait le tribunal de Nuremberg, vous savez, quand il disait que ce sont des hommes et non pas des entités abstraites qui commettent les crimes. Bon. Quand on poursuit certains hommes, notamment dans des... et c'est pour ça que j'entends certains arguments de l'Union africaine, même si, encore une fois, je pense que les immunités ne sont pas opposables. Mais j'entends ces arguments-là. Dans certains pays où il y a une forte incarnation personnelle du pouvoir, et où la transition démocratique n'est pas toujours assurée par le jeu des règles constitutionnelles, poursuivre un chef d'État en exercice, je comprends parfaitement que ça peut être compliqué à gérer. Pour l'État, dont c'est le chef qui est poursuivi, mais aussi pour les États de la région qui doivent entretenir de bonnes relations avec cet État. Je le comprends, politiquement. Et je crois qu'en droit international, on doit faire preuve d'humilité. Le droit international est une matière qui est fortement empreinte de politique, bien sûr. Donc on doit prendre en compte les impératifs politiques, même si, encore une fois, il faut trouver des solutions. Et c'est notre but, à nous, juristes, de trouver ces solutions. Alors j'en viens rapidement, parce que je vois que je parle trop, j'en viens rapidement à mon deuxième point. Les dangers de la coopération, non pas inexistantes, mais les dangers de la coopération existante. Est-il possible, par la coopération, d'instrumentaliser la Cour et donc de porter atteinte non plus à son efficacité, mais à sa légitimité, ce qui est tout aussi crucial pour la Cour. L'hypothèse que je vais développer ici est la suivante. Je vous l'ai dit en introduction, la Cour est cruellement dépendante de la coopération des États. Sans coopération, elle ne peut pas fonctionner. La question est donc, jusqu'à quel point la Cour pourrait-elle, et notamment le bureau du procureur, pourrait-il fermer les yeux sur certaines formes de coopération qui vont lui être octroyées et qui ne seraient pas pleinement satisfaisantes parce qu'elles ne permettraient pas d'enquêter sur toutes les affaires qui mériteraient enquête dans une situation donnée. Je commence donc évidemment immédiatement par les dangers de l'autosaisine que mon collègue a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette pratique qu'ont eue les États africains dès le début de la mise en œuvre du statut de Rome, pratique qui n'était pas prévue par le statut d'ailleurs, pratique qui consiste pour un gouvernement au pouvoir à renvoyer lui-même la situation qui le concerne à la Cour. Alors, les dangers de l'autosaisine, évidemment, on les comprend immédiatement. Pas besoin d'avoir fait une thèse sur la question pour voir que quand un gouvernement en exercice saisit la Cour de sa situation, il espère que ce sont des gens qui ne siègent pas au gouvernement qui vont être poursuivis. Parce qu'il est rare qu'un gouvernement se tire une balle dans le pied et défaire une situation en se disant formidable, des gens qui siègent parmi l'autorité au pouvoir vont être poursuivis. Donc évidemment, il y a ici peut-être une première tentative d'instrumentalisation puisqu'on cherche à inviter la Cour à poursuivre sur des opposants au régime. Des personnes qui ne sont plus au pouvoir. Je vous donne deux exemples.
Dans l'affaire Ongwen, situation Ouganda, dans l'affaire Ongwen, il se trouve que j'assistais aux audiences de l'affaire Ongwen et je me suis aperçue que l'essentiel des éléments de preuve qui étaient fournis par le bureau du procureur reposait essentiellement, quasi exclusivement, sur des documents qui étaient fournis par le pouvoir ougandais. C'est-à-dire des écoutes téléphoniques faites par les services secrets et la police, des rapports d'enquête, des dossiers de surveillance, des interceptions enregistrées de conversations entre l'accusé et les responsables de l'armée de résistance du Seigneur, interceptions décodées par les services secrets de l'Ouganda. Donc voilà, la question qu'on peut se poser immédiatement, c'est quelle aurait été la conduite du procès dans l'affaire Ongwen si la procureure n'avait pas eu ces éléments de preuve. Et du coup, quelle est la marge de manœuvre de la procureure si elle veut ensuite s'intéresser aux éventuels crimes commis par les membres au pouvoir en Ouganda maintenant, vu que la coopération de l'Ouganda est cruciale pour la conduite des affaires? Ça, c'est la première question que je pose. La deuxième question, c'est dans l'affaire de la situation Côte d'Ivoire. Vous le savez comme moi, ce qu'on reproche aujourd'hui au bureau du procureur, c'est d'enquêter uniquement à charge finalement, d'enquêter uniquement sur Laurent Gbagbo et les partisans du clan Gbagbo, et pas sur les partisans du président Ouattara au pouvoir en ce moment. D'ailleurs, la procureure a eu cette phrase assez intéressante dans son document de politique générale, relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires. C'est un document qui date, c'est le document qui est en vigueur, il date de septembre 2016. Le bureau du procureur précise, je cite, qu'il ne cherchera pas à créer à tout prix un semblant de parité entre parties rivales dans une situation donnée. C'est une façon pudique d'expliquer que c'est beaucoup plus compliqué de poursuivre des gens qui sont au pouvoir que de poursuivre des opposants qui sont déchus. C'est ça que ça veut dire. Et donc, elle est obligée de le dire dans son document de politique générale pour se préserver des critiques qui sont formulées régulièrement à son encontre. Dernier exemple de difficulté de ce point de vue-là, l'interprétation même du principe de complémentarité, dont on a parlé dans la première table ronde, le cas de Simone Gbagbo. La Côte d'Ivoire fait fi de la décision de recevabilité confirmée en appel de l'affaire Simone Gbagbo. Simone Gbagbo devrait être jugée par la Cour pénale internationale. Or, elle a été jugée, acquittée, amnistiée, libérée par le président Ouattara, et il est fort probable qu'elle ne viendra jamais, bien sûr, se présenter devant la Cour. Et là, on voit bien que l'interprétation du principe de complémentarité qui prime, ça n'est pas celui ni du procureur ni des chambres, c'est celui du pouvoir en place. Donc ça, c'est le vrai danger d'une coopération existante. Elle est tributaire de la volonté politique du pouvoir qui coopère, bien sûr. Dernier point, je vais très vite, la coopération en matière financière. À vrai dire, c'était l'idée de Jean-Baptiste que de me faire parler uniquement de cela. Et je lui ai dit non, parce que finalement, même si, comme disait Cicéron, pecunia est nervus belli, l'argent c'est le nerf de la guerre, certes, mais finalement, il me semble que ça n'est pas par l'argent qu'on peut instrumentaliser le plus la Cour en matière de coopération. La Cour n'est pas plus sujette à l'instrumentalisation financière que n'importe quelle autre organisation internationale. En ce moment, elle connaît des difficultés depuis 2016. La grande difficulté en ce moment pour la Cour, ce sont les arriérés de paiement. Je vous donne juste une série de 4 chiffres, aberrantes, selon moi. Fin 2014, 9 millions d'arriérés de paiement, c'est-à-dire d'États parties qui ne payent pas leur contribution pour le fonctionnement de la Cour. Fin 2015, 16,9 millions. Fin 2016, 64 millions. Et fin 2018, 110 millions. Alors si vous cumulez ces arriérés de paiement avec le fait que la plupart des États parties, dont la France, qui est une fervente partisane de la Cour, vous le savez depuis le début, la plupart des États parties ont décidé d'une croissance nominale zéro, et ont donc décidé qu'ils n'augmenteraient pas leur contribution au budget de la Cour malgré les demandes d'accroissement de budget formulées par le comité du budget, eh bien vous comprenez que la Cour va vite se trouver face à un écueil financier. Mais ni plus ni moins que n'importe quelle autre organisation internationale. Et il me semble que du point de vue financier, le danger d'instrumentalisation repose plus finalement sur les épaules des États. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité politique et économique. C'est la fameuse clause CPI
que l'Union européenne introduit dans ses états d'aide dans ses accords d'aide au développement qu'elle conclut avec les États du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. Clause qui fait que si l'État ne s'engage pas à ratifier le statut de Rome, l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour et à coopérer, eh bien l'aide économique versée par l'Union européenne peut être suspendue. Donc c'est de ce point de vue-là qu'il peut y avoir instrumentalisation à bon escient, bien sûr, si on part du principe qu'il faut soutenir la Cour, ce qui est mon principe. Mais c'est plutôt de ce point de vue-là qu'on peut avoir une instrumentalisation au plan financier. Je finirai par des mots d'espoir, Monsieur le Président, j'ai été trop longue, merci pour votre patience. Des mots d'espoir. C'est un anniversaire. Donc, un anniversaire, c'est festif, en tout cas dans ma conception. Donc je crois qu'il faut reprendre le message d'espérance du ministre Konaté. En 98, j'avais assisté à un colloque dans lequel parlait Robert Badinter et qui avait dit « La Cour est certes imparfaite, mais il vaut mieux avancer en boitant que de rester immobile. » Eh bien, je partage complètement ces mots. Je crois qu'il y a des choses à faire pour améliorer le système de la Cour et notamment sa cruelle dépendance vis-à-vis de la coopération. Mais que la Cour donne trop d'espoir aux victimes pour qu'on jette le bébé avec l'eau du bain et qu'on mette un terme à cette belle aventure que l'humanité aura quand même attendu longtemps. Je vous remercie de votre patience.